À la une de l'actualité, le dimanche 17 juillet 2016, à l'Université méthodiste de Cocody, a eu lieu le concert dédicace de la chantre Christ Mélodie en présence de plusieurs invités. En Afrique, Union africaine, lancement du premier passeport africain. Le Zimbabwe accuse l'Occident d'être responsable de sa misère. Terminons en sport JO lutte, le dernier combat de la Sénégalaise Isabelle Sambou. Bienvenue à tous et merci de rester fidèles à The Blessing Channel. Débutons ce journal en religion. Le dimanche 17 juillet 2016 à l'Université méthodiste de Cocody a eu lieu le concert dédicace de la chante Christ Mélodie en présence de plusieurs invités. Le révérend John Migan était le parrain de cette cérémonie. Un reportage signé Nadine Excel et Agathe Amessan. Une salle confortable, des micros bien ajustés, des instrumentistes et des choristes prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. En un mot, tous les ingrédients nécessaires étaient présents pour la réussite de ce grand événement, le concert dédicace de la chantre Christ Mélodie. En effet, le dimanche 17 juillet 2016, hommes, femmes et enfants ont convergé vers l'Université méthodiste de Cocody pour participer à ce concert. De prime abord, l'installation et la présentation des différents invités présents à cette cérémonie. Ensuite, les chantres invités se sont succédés pour offrir au peuple de Dieu ayant effectué le déplacement une prestation de qualité. Parmi eux, les chantres Oudi Weliko, Arnaud Migan et Richard Crémé. Également présent à ce concert, le talentueux chantre de l'Éternel, Emmanuel Boiffon, est intervenu pour marquer son soutien à sa consoeur, la chantre Christ Mélodie. Il a terminé son allocution par une interprétation de ses titres à succès. Lui succédant, la servante de Dieu, Maman Élisée, est montée au pupitre pour exhorter le peuple sur le thème du jour « Montons à l'autel de la croix ». Vint enfin le moment tant attendu, l'entrée de la chantre à l'honneur, Christ Mélodie, qui fut introduite sur scène par son parrain, le révérend John Migan. Christ Mélodie a gratifié le public de sa voix suave en interprétant différents titres de son nouvel album. Intitulé À la croix, cet album inspiré par le Seigneur contient 10 titres de très belle facture destinés à fortifier et restaurer le fidèle chrétien. C'est le cœur rempli de joie que la chantre a exprimé toute sa reconnaissance pour la réussite de cet événement. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter l'album officiellement, donc l'album qui est dénommé À la croix. Donc nous sommes là pour présenter officiellement cette œuvre au peuple de Dieu et nous croyons que ça a été un succès pour la gloire de Dieu. Nous avons dénommé ce concert Montons à l'autel de la croix et nous ne montons pas à l'autel de la croix pour ressortir les mêmes bredouilles ou bien pour redescendre les mêmes bredouilles, si je peux dire ainsi. Je bénis le Seigneur pour le peuple de Dieu qui ont convergé vers cette commune de Cocody. Ça a été une réussite. Que Dieu soit béni dans tout ça.
Toujours en religion, du mercredi 13 au samedi 16 juillet dernier, la MERED, la mission évangélique, la révélation de Dieu de la prophétesse Maman Konaté, a organisé un séminaire de délivrance sur le thème « Déraciner toutes les mauvaises plantes ». Le prophète Germain Ouedraogo était l'orateur principal de ce séminaire qui a connu son apothéose ce dimanche au cours d'un culte spécial au temple de la MERED à Bingerville. Reportage Georges Restabi et Junior Sekmadi. Joie, dans ces cris d'allégresse, la mission évangélique, la révélation de Dieu, la MERED, a clos en beauté ce dimanche 17 juillet une semaine de séminaire de délivrance sous le thème « Déraciner toutes les mauvaises plantes ». Les chrétiens de la MERED ont pris part massivement à ce culte spécial présidé par leur leader spirituel, la révérende prophétesse Maman Konaté. Et hormis la louange, le peuple de Dieu a surtout rendu grâce à l'Éternel à travers des témoignages. Si vous voyez la voiture que vous voyez, et si un mort vivant, la voiture s'est pliée, il m'a fait tourner 2 fois. Mais Dieu m'a révélé que je pense que l'accident s'est passé dans une église. En venant de Cap Nord, mon ami a raté le village. On a cassé le portail de Sainte-Famille, le grand portail de Sainte-Famille. Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu t'a dit, où tu vas, là tu plies. C'est pour cette cause, je me lance parce que étant là, on a fait l'accident à 6 heures du matin. Le prêtre de Cruel est sorti. Nous l'avons vu, Dieu vous aime. Entamé mercredi par une croisade d'évangélisation, ce séminaire a permis d'expérimenter la puissance de Dieu à travers des délivrances miraculeuses et des guérisons. La prophétesse Maman Konaté, leader de la MERED, et le prophète Germain Ouedraogo, l'orateur principal, rappellent ici la portée du thème de cette croisade. Je crois que ce message est salutaire parce que s'il y a des semences qui ne réussissent pas ou qui ne s'épanouissent pas, qui ne produisent pas comme il se devait, c'est à cause des mauvaises semences, de mauvaises plantes, de mauvaises herbes à côté. Et pendant toute cette semaine, Dieu nous a fait grâce d'interpeller les consciences des enfants de Dieu, de les aider à détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon, garder ce qui est bon parce que le bon ne peut que survivre, mais le mauvais finit toujours par déteindre sur le bon. Et nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Je voulais saluer la servante de Dieu, la prophétesse Maman Konaté, et bénir tout le peuple. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, nous soyons tous rassemblés ensemble. À cause d'une vision, à cause d'un thème qu'il m'a donné, afin que nous puissions développer cela et que son peuple soit délivré. Afin que les âmes soient délivrées et que les plantes que son Père Céleste n'a pas plantées dans leur vie soient complètement déracinées. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, c'est afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Autre preuve de l'importance de ce thème, ce séminaire a été marqué par de nombreuses conversions et ces nouvelles âmes ont été reçues officiellement par l'Église et chacune d'elles a reçu une Bible. Le prophète Germain Ouedraogo, l'orateur principal du séminaire, a dans sa prédication de clôture rappelé l'importance de la prophétie de Dieu qui s'accomplit toujours dans une vie. L'ONG chrétienne Amour du Christ du révérend Olivier Naï et de son épouse Christelle Naï a fait une remise de dons aux veuves de la ville de Daloa. Devant les autorités de la localité, l'ONG Amour du Christ est venue en aide aux démunis. L'ONG Amour du Christ, dirigée par le couple pastoral Christelle et Olivier Naï, a fait des heureux dans la localité de Daloa, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une très belle cérémonie qui était une conférence sur l'autonomisation des veuves suivie de remise de dons. Ce acte fort n'a pas laissé les autorités administratives et politiques indifférentes, à savoir M. Gonti Michel, directeur régional du Haut-Sassandra, représentant Mme la ministre de la Promotion de la Femme, Mademoiselle Kouassi, représentant le préfet de Daloa, et le pasteur Kaya, président de la plateforme des leaders religieux de Daloa. C'est dans cette atmosphère que le visionnaire de l'ONG Amour du Christ, le révérend Olivier Naï, s'est adressé à l'auditoire. L'action de notre présence ici, c'est d'abord une conférence sur l'autonomisation des veuves. Notre plus grand souhait, c'est que nos mamans puissent se prendre en charge. Qu'elles puissent, n'est-ce pas, s'autosuffire. Qu'elles ne puissent pas laisser à l'abandon. Donc pour cela, il faut la formation. C'est le plus important.
Pour rendre quelqu'un heureux, il faut lui donner la formation avant de faire les dons. Mais si tu fais les dons et que la personne n'est pas formée, la personne ne pourra pas bien utiliser ses dons. À la suite du révérend Olivier Naï, son épouse et coordonnatrice générale de l'ONG, la révérende Christelle Naï a pris la parole. C'est pour nous une immense joie, un immense privilège d'être à Daloa aujourd'hui. Ce jour marque pour l'ONG Amour de Christ le début d'une vaste campagne. On a commencé par Daloa, amen. Une vaste campagne, voilà, une vaste campagne dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire pour parler de ce sujet qui est très 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 important. L'autonomisation des veuves. L'autonomisation des femmes qui ont perdu leur mari, qui sont rejetées, abandonnées, qu'on traite de tous les noms, qu'on vilipende, que ça s'arrête. Après les différentes articulations, les dons ont été remis aux ayants droit qui ont manifesté leur joie pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. L'Afrique a désormais un passeport diplomatique commun. Ce passeport a été élu lors du sommet africain à Kigali, au Rwanda. Les 2 premiers exemplaires ont été remis au président Idriss Déby Itno et Paul Kagame. Le passeport africain est maintenant une réalité. Ce document de voyage a été lancé dimanche à Kigali, au Rwanda, lors du 27e sommet de l'Union africaine. Les présidents Paul Kagame du Rwanda et Idriss Déby Itno du Tchad ont reçu de Lamine Zouma les 2 premiers exemplaires de ce passeport africain. La présidente de la Commission de l'Union africaine, satisfaite par l'aboutissement de ce projet, initié en janvier dernier. Nous sommes très honorés de présenter un projet qui nous est cher, un projet qui amènera les Africains à voyager librement à travers le continent. Le continent s'est fixé un délai pour parvenir à cette libre circulation, 2020. Pour le moment, seuls les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères et les fonctionnaires de l'Union africaine notamment ont droit à ce document. Lamine Zouma a cependant appelé les pays africains à délivrer ce passeport à leurs ressortissants selon leurs procédures. Le Zimbabwe est asphyxié par les sanctions économiques occidentales imposées en début des années 2000. Le ministre des Finances zimbabwéen l'a affirmé dimanche à Kigali en marge du 27e sommet de l'Union africaine. Le régime zimbabwéen tient les pays occidentaux responsables de la situation socio-économique exécrable que connaît le pays. Dimanche à Kigali, le ministre des Finances du Zimbabwe a affirmé que son pays est asphyxié par les sanctions économiques imposées au début des années 2000 à son pays par l'Occident, en représailles aux violations présumées des droits de l'homme par Harare. Les institutions de Bretton Woods ont gelé leur aide financière. Le Zimbabwe peine à payer ses arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international qui s'élève à 1,8 milliard de dollars. Les bailleurs de fonds conditionnent par ailleurs toujours leur aide au pays par la mise en place d'une bonne gouvernance et des réformes économiques. Pas possible pour le gouvernement de faire face à ses obligations dans ces conditions, a déclaré par ailleurs le ministre des Finances. Conséquence, les salaires des fonctionnaires et des militaires n'ont pas été payés dans les délais, provoquant une vive tension dans le pays. Des populations sont descendues dans la rue pour dénoncer le manque de nourriture et les difficultés auxquelles elles font face. Terminons l'actualité africaine en Égypte qui a exposé pour la première fois depuis ce jeudi au Musée national du Caire le plus vieux texte écrit sur papyrus jamais trouvé. Le manuscrit découvert en 2013 date de l'époque du pharaon Khéops, il y a plus de 4500 ans. L'Égypte expose pour la première fois depuis ce jeudi au Musée national du Caire le plus vieux texte écrit sur papyrus jamais retrouvé. Ce manuscrit rapporte le quotidien et le mode de vie des ouvriers du port de Wadi al-Jarf, au sud de Suez, qui ont pris part à la construction de la grande pyramide de Khéops à Gizeh il y a plus de 4500 ans. Les manuscrits rapportent des statistiques et des travaux administratifs qui ont eu lieu pendant le règne de Khéops et mettent en relief le mode de fonctionnement du système administratif. Ils contiennent également les règles pour tailler la pierre et les projets de construction de la grande pyramide. Ces projets avaient une envergure nationale à cette époque. C'est en 2013 que ce manuscrit a été découvert par une équipe d'archéologues égyptiens et français à Wadi al-Jarf, sur les rives de la mer Rouge.
Il a été retrouvé en petits morceaux, plus de 1000 pièces selon les archéologues. L'exposition de ce vestige de l'Égypte ancienne durera 2 semaines. Entamons l'actualité internationale en Turquie. Ce week-end, elle a été secouée par une tentative de putsch qui a occasionné des violences soldées par près de 270 morts. 2800 militaires putschistes ont été mis aux arrêts après l'échec de cette tentative de coup d'État. Après l'échec du putsch militaire qui a embrasé la Turquie, les arrestations de soldats rebelles s'enchaînent. Au moins 2800 personnes ont été arrêtées et le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan assure que la situation est désormais entièrement sous contrôle. La voix du président qui exhortait les Turcs à descendre dans les rues pour s'opposer à la rébellion a été entendue. Alors que le Premier ministre a annoncé ce samedi l'échec de la tentative de coup d'État, on dénombre au moins 265 morts au total. Mes chers concitoyens, mon pays adoré, les événements d'hier soir, vendredi 15 juillet, sont une tache noire pour la démocratie turque, a déclaré le Premier ministre. C'est peu avant minuit qu'un communiqué des forces armées turques avait annoncé la proclamation de la loi martiale et d'un couvre-feu dans tout le pays, dénonçant le régime autoritaire actuel. Des dizaines de milliers de personnes se sont alors déployées dans les rues à Ankara et Istanbul pour affronter les rebelles, allant jusqu'à grimper sur les chars pour défier les soldats. Plusieurs bombardements ont également eu lieu. Pour le moment, le bilan de ces violences s'élève à au moins 161 morts et 1440 blessés parmi les forces loyalistes, 104 tués du côté des putschistes. La situation reste tendue. Le consulat français a appelé ses ressortissants à rester chez eux. En Taïwan, des séances de dons de sang sont organisées pour des chiens. Cette pratique de plus en plus populaire reste tout de même très sélective. Regardez. Les propriétaires de chiens ont conduit leurs fidèles compagnons à cet hôpital-école vétérinaire taïwanais pour donner leur sang. Pas le leur, non, mais celui de leur chien. Mais attention, cela ne s'adresse pas à n'importe quel cabot. Il faut avoir entre 1 et 8 ans, peser plus de 20 kilos et être à jour de ses vaccinations. Bien sûr, plus on peut sauver de chiens et mieux c'est. C'est comme quand les gens donnent leur sang, on ne sait pas qui on va sauver, mais on veut le faire. Les chiens sont comme ça aussi, le fait de stocker aussi leur sang est plus difficile. Je pense que c'est bien, plutôt bien même, de pouvoir accomplir cette tâche difficile en faisant confiance à cette institution. Elle comprend aussi probablement qu'elle a sauvé beaucoup de chiens. À l'heure actuelle, la plupart des chiens inscrits dans ce programme appartiennent à des étudiants vétérinaires. Tsai Yilun, qui est professeur assistant, dirige ce programme. Elle s'est inspirée d'une initiative similaire développée à Bangkok. Si vous avez un besoin urgent d'une transfusion, je ne peux pas garantir qu'une solution sera trouvée immédiatement, ni si le chien donneur est en bonne santé et susceptible de donner son sang. Sous ce type de circonstances, il est parfois impossible de faire un traitement à base de don du sang. En tout cas, pas dans les temps. Parce que les transfusions sanguines ne sont pas une façon de traiter une maladie, elles prolongent plutôt la fenêtre de traitement. Le sang peut être stocké pendant 35 jours et les globules rouges peuvent être concentrés pendant 20 jours alors que le plasma peut être, lui, préservé pendant 1 année. La phase de test est pratiquement terminée et l'initiative pourrait être étendue aux chats. Fermé aux visiteurs jusqu'en 1992, un ancien royaume bouddhiste perdu dans l'Himalaya fait face à d'importants bouleversements avec l'arrivée d'une autoroute sur le toit du monde. Heure de pointe sur le toit du monde. Pendant des siècles, cet ancien royaume bouddhiste du Haut-Mustang au Népal était fermé aux visiteurs. Mais la construction d'une autoroute reliant cette région de l'Himalaya à l'Inde et à la Chine a tout changé. Maintenant, il y a une route. Les habitants sont très heureux parce qu'on peut obtenir des provisions moins chères, plus facilement et plus rapidement. Avant, tout devait être transporté par mule ou porteur. C'était très compliqué. En 1992, le gouvernement népalais a levé l'interdiction d'entrée pour les étrangers. Ces derniers peuvent aujourd'hui visiter les lieux en payant le prix fort, près de 500 €. Une taxe élevée censée décourager l'afflux de touristes. Certains redoutent que l'autoroute risque, elle aussi, de menacer la culture unique de la région.
C'est important de sauver notre culture pour qu'elle reflète notre identité. Sinon, le haut Mustang n'aurait plus rien de spécial. Mais ce qui fait la particularité du royaume pourrait être condamné à s'éteindre peu à peu. Il y a eu beaucoup de changements concernant notre culture. Beaucoup de choses ont changé pour les jeunes. Ils veulent être modernes, leur façon de penser a changé. Jeans, panneaux solaires et télévision importées de Chine ou d'Inde, autant de progrès qui risquent d'avoir raison d'un mode de vie hérité des temps médiévaux, sans doute voué à être relégué au livre d'histoire. Aux États-Unis, 3 policiers ont été tués et 3 autres blessés dimanche lors d'une fusillade en Louisiane, dans le sud des États-Unis. L'auteur de cette tuerie a été abattu, mais montre que la contestation continue dans cette région où la mort d'un jeune noir avait provoqué une vague de manifestations en début juillet. Les policiers, à nouveau pris pour cible aux États-Unis. 3 d'entre eux ont été tués ce dimanche à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, et 3 autres blessés, 10 jours après le quintuple assassinat de policiers à Dallas. Un homme que les médias locaux présentent comme un Afro-Américain de 29 ans a fait feu sur les forces de l'ordre. D'après le chef de la police de l'État de Louisiane, le tireur a été abattu. Nous ne croyons pas à la thèse d'autres tireurs retranchés à Baton Rouge, a-t-il ajouté, démentant des informations qui avaient circulé plus tôt. Les enquêteurs essaient de déterminer si l'homme a sciemment visé les policiers ou s'il les a abattus alors qu'ils répondaient à un appel d'urgence concernant une fusillade. Les tensions raciales sont exacerbées dans cette ville du sud des États-Unis, suite notamment au décès d'un vendeur ambulant noir, Alton Sterling, début juillet, tué par un policier. Toujours aux États-Unis, mais sur le plan politique, cette fois, selon Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, il a officiellement annoncé le choix de son colistier. Il s'agit de Mike Pence, le gouverneur conservateur de l'Indiana. Donald Trump a officiellement annoncé le choix de son colistier. Il s'est porté sur Mike Pence, le gouverneur conservateur de l'Indiana. Il devait l'annoncer lors d'une conférence de presse qui a été annulée en raison de l'attentat de Nice. C'est finalement sur les réseaux sociaux qu'il a révélé le nom de son futur vice-président en cas de victoire. La conférence de presse aura lieu ce samedi, précise-t-il sur Twitter. En 140 signes, l'intéressé s'est dit honoré d'une telle nomination. Mais Mike Pence et Donald Trump ne sont pas des amis. Le choix de ce colistier vise à satisfaire l'aile conservatrice du Parti républicain. Il est intransigeant sur les questions de société comme l'avortement ou le mariage homosexuel. La convention du parti se tient dans 3 jours à Cleveland. Entamons le chapitre sport à présent dans notre édition. Le footballeur international italien Graziano Pellè, nouvelle recrue du club chinois de Shandong Luneng, est devenu le footballeur italien le mieux payé au monde. Le club de la Super League chinoise lui versera environ 15 millions d'euros par an comme salaire. C'est un accueil de folie qui a été réservé à Graziano Pellè, devenu le joueur italien le mieux payé de l'histoire. L'international Azzurri vient d'arriver en Chine où il a signé pour 2 ans et demi au Shandong Luneng, qui frôle en ce moment la zone de relégation en Super League. L'attaquant de 30 ans qui a marqué 2 fois pendant l'Euro n'a totalisé que 30 buts en 81 matchs sous les couleurs de Southampton, qui d'après la presse britannique recevra environ 15 millions d'euros pour le transfert. Graziano Pellè partagera l'attaque du Shandong Luneng avec un autre ancien pensionnaire de Première Ligue, Papis Cissé, le Sénégalais, est lui aussi arrivé ce mardi en provenance de Newcastle. Le Brésil renforce les mesures de sécurité autour des Jeux Olympiques qu'accueillera la ville de Rio de Janeiro en août. Caméras de surveillance, hélicoptères et avions militaires ainsi que 85 000 agents de sécurité seront déployés. Caméras de surveillance, hélicoptères et avions militaires, 85 000 agents de sécurité. Les autorités brésiliennes sortent les gros moyens pour sécuriser les Jeux Olympiques de Rio. Au lendemain de l'attentat meurtrier de Nice, elles ont annoncé de nouvelles mesures à moins de 3 semaines de l'événement. Tous ceux qui vont regarder les Jeux Olympiques devront passer à travers une barrière où ils devront s'identifier. Et les détails seront comparés avec une banque d'informations fournie par les États-Unis, la France et ce que nous avons ici. Nous avons maintenant environ 500 000 immatriculations de personnes soupçonnées d'avoir une certaine relation avec le terrorisme.
Avec cet impressionnant dispositif sécuritaire, le gouvernement brésilien veut ainsi rassurer les 300 000 visiteurs attendus à ce rendez-vous sur les inquiétudes autour d'une éventuelle menace terroriste. Terminons ce journal avec les JO en lutte. À 35 ans, Isabelle Sambou est l'un des plus grands espoirs de médaille de l'Afrique aux JO de Rio. La sportive sénégalaise s'entraîne avec acharnement pour faire reconnaître cette discipline féminine considérée avec mépris dans son pays. Sur le tapis, Isabelle Sambou ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Cette Sénégalaise, 9 fois championne d'Afrique en lutte, se battra bientôt de l'autre côté de l'Atlantique aux Jeux Olympiques de Rio. Le sport est extrêmement populaire dans le pays, mais traditionnellement réservé aux hommes. Isabelle a longtemps souffert des jugements. Partout dans le sport, surtout les femmes, il y a les gens qui t'amènent, il y a des gens qui vont te dire c'est pas bon. J'ai entendu tout. Tu vas devenir comme un homme. Tu auras quelqu'un qui va, tu n'auras pas quelqu'un qui va te marier parce que tu es comme un homme. Isabelle, avec son m52, combattra dans la catégorie moins de 48 kilos. À Thiès, à l'ouest du Sénégal où elle s'entraîne, les conditions de vie sont modestes et le rythme intense. Course à pied dès 7 h du matin, 3 sessions d'entraînement par jour. Son entraîneur bulgare croit en ses chances. Elle est la lutteuse la plus expérimentée dans ce centre olympique. Elle a participé à de nombreux tournois aux plus grandes compétitions. Elle est arrivée 5e au JO de Londres. Donc elle remplit les critères pour être en mesure de remporter une médaille, peut-être une médaille d'or. L'athlète peut compter sur sa petite sœur, elle aussi lutteuse au centre. Dans la chambre qu'elle partage, elle a son soutien à l'approche de la compétition. Les Jeux de Rio seront les dernières Olympiades d'Isabelle. Ensuite, elle souhaiterait devenir entraîneur et former d'autres jeunes femmes comme elle. S'il est encore trop tôt pour prédire ses performances, elle est déjà un modèle, peinte en action sur les murs de la ville. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.